Qu'est-ce qui justifie ça? C'est la corruption. C'est la corruption qui fait que nos autorités qui prennent la décision se montrent suffisamment faibles pour veiller à l'application de cette décision. C'est la corruption qui fait que nos éléments de force de maintien de l'ordre, qui sont là pour veiller à ce que ce qui est interdit ne soit pas possible d'être réalisé, laisse faire. On cite les causes de ces accidents. Ben, vous allez trouver parfois les surcharges ou l'état de vétusté. L'erreur, est-ce que ça change quelque chose? Nous sommes en train de mettre sur pied une loi. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi. Attendez, Bléré, je vous relance. Oui. Nous voulons résoudre le problème des cartons. Nous voulons diminuer le risque de voir les gros porteurs écraser les petits véhicules. Vous voyez un peu. Alors, que vous fassiez de l'Est jusqu'à Douala un mois, où est le problème? Non, malheureusement, vous ne pouvez pas. La loi doit tenir compte d'un certain nombre de choses. Parce qu'il n'y a pas que ces marchandises pérennes dont vous parlez, il y a des marchandises qui peuvent se décomposer. Les marchandises, bon tour sur ce plateau de libre expression et nous prenons le premier véritable sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour. Il s'agit de la circulation des gros porteurs dans notre pays, le Cameroun. Nous vous l'avons dit, nous avons pour prétexte ce dimanche cet accident qui a eu lieu il y a quelques jours du côté des Mimboman, où un gros porteur a tout simplement laissé échapper le conteneur qu'il portait, ce conteneur qui s'est abattu sur 2 ou 3 véhicules, laissant naturellement sous le carreau des vies humaines. Professeur Mathias Eric Ouenangini, réaction générale après cette catastrophe de Mimboman, on dira une catastrophe de plus, certainement une catastrophe de trop venant de ces gros porteurs. Oui, tout à fait, et sincères condoléances à ceux qui ont perdu des proches à l'occasion de ce terrible accident. Cette catastrophe-là invite une fois à ce que l'on réfléchisse sur une restructuration des habitudes en matière de circulation et de transport dans nos grands centres urbains et métropolitains. Le bon sens veut que lorsqu'une ville a un certain seuil en termes à la fois de grandeur, d'étalement, qu'il y ait à ses extrémités des zones logistiques qui permettent justement d'accueillir les gros porteurs, de telle façon que quand les gros porteurs y arrivent, s'il y a des choses qu'il faut ensuite transporter au cœur de la ville, ce soit pris en relais par des camionnettes qui sont un peu moins importantes. Et puis des mesures de réglementation de leur circulation à certaines heures pour qu'ils ne puissent pénétrer au cœur de la ville que fort tard, pour éviter justement que ça crée des incidents de ce type. Je pense que pour Yaoundé et Douala, il faut systématiser des principes de ce type, c'est-à-dire installer, comme ce sont 2 grandes villes, 4 zones logistiques à chaque extrémité de la ville pour gérer l'entrée de ces gros porteurs dans la ville, parce que c'est un sujet véritablement préoccupant. Et dans le cas spécifique de Yaoundé, la géographie n'est pas très favorable, une géographie avec beaucoup de collines. Si vous avez de vieux camions, si vous avez des dispositifs défectueux pour comme la plupart d'entre eux d'ailleurs, maintenir les conteneurs, vous voyez ce que ça peut produire sur les montées qui à Yaoundé. Je pense qu'il faut vraiment prendre ce problème-là à bras le corps, parce que ça fait trop d'incidents à répétition. Très bien. Et il faut mettre de l'ordre dans ce secteur. Merci, professeur Roger Justin Noir. Nous le disons véritablement avec des larmes aux yeux. Ce n'est pas la première fois que ces gros porteurs créent ce genre de catastrophe au niveau de nos grandes agglomérations, que ce soit à Yaoundé, à Douala ou ailleurs. À une certaine époque, Roger Justin, on a vu des ministres de transport de la République prendre des mesures pour résoudre le problème. Certaines de ces mesures disaient par exemple que les gros porteurs sont interdits de circuler en zone urbaine
en journée. On disait par exemple, l'un des communiqués faisait comprendre que les gros porteurs circulent entre 22h et 5h du matin. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi la mesure n'a pas duré? Permettez-moi d'abord de m'incliner à la mémoire de nos compatriotes décédés au cours de ces deux principaux accidents, notamment celui de Koti à Douala, celui de Mimoumana à Yaoundé. C'est des morts qu'on aurait pu éviter si ceux qui sont chargés de l'application des décisions, les textes, les lois et règlements l'avaient fait. Là, vous évoquez la lettre circulaire du ministre des Transports. À l'époque, c'était le ministre Robin qui avait fait une lettre circulaire du 16 octobre 2014 qui interdisait effectivement la circulation des gros porteurs, les camions conteneurs, les groumiers, tout ça, en journée dans les centres urbains. Ils étaient autorisés à rouler à partir de 22h jusqu'à 5h. Mais ça, c'est le texte. L'application a été une autre chose. Ce n'est pas au ministre d'aller sur le terrain appliquer une telle décision. Roger, justement, je vais vous rafraîchir la mémoire. Le ministre est revenu sur sa décision 48 heures plus tard. La suspension a été levée. Oui, vous pouvez dire que la suspension est levée, sauf qu'il y a eu d'autres mesures pareilles qui ont intervenu. Donc, on ne peut pas dire que, même récemment, si nous prenons le cas de Douala, je pense qu'il y a eu un arrêté du préfet du 6 mai 2021 qui interdisait la circulation des camions contenant à Douala, des gros porteurs. À Yaoundé même, entre-temps, il y avait une telle mesure qui interdisait notamment les groumiers. Mais chacun sait que à chaque moment, vous allez voir, même 20h19, vous voyez les groumiers circuler à Yaoundé. Et ces gens, j'ai l'impression qu'ils sont drogués. Parce que ils oublient qu'ils sont dans le centre urbain, ils roulent à une vitesse inadmissible. Et généralement, lorsqu'ils font un accident la nuit, ils passent tout de suite. C'est comme ça qu'ils tuent des individus chaque jour. Et sans que rien n'arrive, parce qu'ils continuent carrément leur parcours et que personne ne fait quoi que ce soit. Donc, le problème, c'est l'application des mesures, des décisions. Ce n'est pas les mesures. Les gens ont souvent dit que le Cameroun a les meilleurs textes du monde. Mais il y a une chose d'avoir les textes, il y a une autre de les appliquer. Et le problème au Cameroun, c'est l'application des textes. À tous les niveaux. À tous les niveaux. En commençant même par le plan de la République lui-même, qui ne respecte pas toutes les dispositions de la Constitution de ce pays. À quel niveau? Vous saviez que jusqu'à aujourd'hui, la loi relative à la mise en œuvre de l'article 66 de la Constitution n'est pas encore appliquée. Est-ce qu'il y a un rapport avec... il y a un rapport. Je suis en train de parler de l'application des textes, des lois et règlements. Parce qu'un ministre, un préfet, un maire ne peut pas prendre des mesures et que cela ne soit pas appliqué sur le terrain. À Douala, en août 2024, le maire de la ville de Douala a pris une mesure pareille pour les camions, les poids lourds. Mais qu'est-ce que ça a donné? L'accident de Nokoti, c'est un camion. C'est un camion. Là, nous sommes le 16 octobre, c'est-à-dire quelques mois seulement après une telle décision. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que on prend des mesures juste pour satisfaire la clameur populaire. Et après, on ne se préoccupe pas de l'application. Donc, nous le disons, nous, MSC, nous sommes dans une gouvernance par slogan. Ils aiment les slogans. Santé pour tous en l'an 2000. École publique primaire gratuite pour tout le monde. Paludisme gratuit pour tout le monde à la phase de 25 ans. La réalité est toute autre. Aujourd'hui, ils ont un nouveau gadget là, couverture santé universelle. Or, pendant ce temps-là, on parle de couverture santé universelle. Cette semaine, il y a une dame à Douala pour 100 000. Elle a accouché et retenue à l'hôpital à Quintini. Pendant ce temps, à Yaoundé, le ministre ne fait que parler de santé publique universelle. Ça veut dire que c'est la gouvernance par slogan. Et nous dénonçons ça depuis fort longtemps. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prendre des textes et tout ça et ne pas les appliquer. Et nous insistons, je reviens sur l'article 66, parce que c'est important. Tout ce qui se passe dans nos services s'est passé parce que si on avait appliqué avec toute la rigueur nécessaire les dispositions de l'article 66. La loi de 2006 sur la déclaration des biens et des avoirs, pourquoi ce n'est pas appliqué? Parce que cette loi est claire, tous les gestionnaires de crédit, du plus petit au plus grand,
du plan d'applique au plus petit, doivent déclarer leurs biens avant et après leur fonction. Mais cela n'est pas mis en œuvre. Récemment, la CONAC nous a renseigné que tout un directeur général d'un organisme public a fait 406 jours de mission, alors que chacun sait qu'une année, c'est au maximum 366 jours. Il a fait comment pour faire 406 jours? Et ça, c'est comme ça qu'on détourne l'argent de notre pays. Pendant que on ne peut pas construire. Regardez, il y a un des droits là, il n'y a pas de devoir de contournement. C'est en 2024 là que le ministre de... elle s'appelle comment Barante, l'ancienne maire de Barante, Koutel, merci, va faire un lancement du côté de Kola pour dire on va lancer les travaux de devoir de contournement de Yaoundé. Est-ce que c'est normal? Ils attendaient uniquement ce moment pour le faire. Mais c'est tout ça qui fait que ces camionneurs sont obligés de passer par le centre-ville, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Les grumiers, les camions transportant les conteneurs chaque jour. Et sans mesure, comment on peut transporter un conteneur sans mesure de sécurité? Et ces camions passent devant les policiers et gendarmes chaque jour, sans mesure de sécurité. Et vous venez dans une ville comme Yaoundé, où il y a des montées. Tout de suite, dès que ça passe, le conteneur va tomber. Et ça va causer les morts, comme on a vu à Mimouane. C'est de ça qu'il est question. Appliquons les mesures qui sont prises. Parce que lorsqu'on ne les applique pas, il y a des conséquences. Et dans le cas d'espèce, c'est les camionneurs qui meurent. Très bien. Voilà. C'est et compris, ça, hein. il faut le dire. Il faut que le gouvernement arrête de nommer les Camerounais avec sa gestion par les slogans. Il faut appliquer les textes du pays. C'est compris, Roger Justin Noir. On va passer la parole à l'honorable Koupita Damou. C'est une bonne chose parce que, honorable, vous êtes député à l'Assemblée nationale. L'aspect de la circulation des gros porteurs en zone urbaine au moment de grande circulation, aux heures de pointe, ça n'intéresserait pas le député que vous êtes à l'Assemblée nationale? Mais il n'y a rien qui touche à la vie de la nation qui n'intéresse pas le député qui représente cette nation. Mais pourquoi vous, à l'Assemblée nationale, vous ne dites rien? Non, mais c'est parce que les membres de famille des députés ne meurent pas du fait de la circulation des gros porteurs? Qui vous dit qu'on ne dit rien? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous rassurer qu'il ne se passe aucune session sans que le ministre des Transports ne soit interpellé dans le cadre des questions orales aux membres du gouvernement à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que comme l'Assemblée nationale du Cameroun n'a pas une chaîne de télévision pour pouvoir diffuser en direct ce qui s'y passe, ceux qui viennent couvrir prennent des petites séquences pour diffuser dans leurs journaux, et puis du coup les gens pensent qu'on ne fait rien à l'Assemblée pour questionner l'exécutif sur la gestion du quotidien de nos citoyens. Je voudrais d'abord tout de suite m'incliner devant la mémoire de ces compatriotes qui ont une fois de plus perdu leur vie dans le cadre de ces accidents qui servent de prétexte pour le débat de ce jour. Et ensuite, souhaiter un prompt rétablissement aux blessés qui sont dans les hôpitaux. Vous avez posé la question à Justin Noir s'il y avait un rapport avec entre l'article 66 au niveau de son application et le problème des accidents. Je peux dire qu'il y a un lien, on ne peut plus direct. Le lien, c'est quoi? Le lien, c'est la corruption. Parce que si on combat la corruption, on va couper, n'est-ce pas, la voie à des possibilités de ce genre de comportement où une autorité peut prendre une décision aujourd'hui et puis 2 heures plus tard ou 2 jours plus tard, on le voit revenir sur la décision pour permettre au mal qu'il pensait combattre de continuer son bonhomme de chemin. Vous allez vous poser la question, on a cité ici quelques décisions, quelques actes pris par les membres du gouvernement ou les autorités administratives, notamment les préfets ou les gouverneurs. Mais ça continue comme si on n'avait rien fait. Voilà. Simplement parce que eux-mêmes qui prennent cette décision se montrent parfois suffisamment faibles pour veiller en leur application. Et si ce n'est pas qu'ils se rétractent quelque temps après. J'ai souvent pensé à ce qu'on appelle l'appel de balle. L'appel de balle, c'est-à-dire consiste en ce qu'une autorité prenne une décision pour empêcher un certain fait de se réaliser,
Et puis les acteurs ou bénéficiaires de ces faits vont maintenant courir vers lui négocier, n'est-ce pas, la levée de la mesure d'interdiction. Et du coup, on voit la levée de la mesure d'interdiction. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est la corruption. C'est la corruption qui fait que nos autorités qui prennent la décision se montrent suffisamment faibles pour veiller à l'application de cette décision. C'est la corruption qui fait que nos éléments de force de maintien de l'ordre, qui sont là pour veiller à ce que ce qui est interdit ne soit pas possible d'être réalisé, laisse faire. On cite les causes de ces accidents. Ben, vous allez trouver parfois les surcharges ou l'état de vétusté de ces véhicules qui circulent. Ben, si on avait un temps soit peu contrôlé si le véhicule, le camion qui entre dans Yaoundé là a une visite technique à jour, ben, on devait constater que le système de freinage est peut-être défectueux. Honorable, si vous parlez de visites techniques, donc, la majorité, je vous repasse la parole, hein, oui. La majorité de ces engins lourds ont des visites techniques à jour. Il faudra aller interroger comment ces visites techniques se déroulent. J'ai mené une enquête. Vous voyez, un conducteur vient, il gare son véhicule. Le monsieur de la visite technique vient le rencontrer, il lui donne de l'argent, il signe un document, il passe au conducteur, et le conducteur démarre, il s'en va. C'est-à-dire on n'a rien vérifié au niveau du véhicule. Mais ça, c'est également la corruption. Tout à fait. La corruption est devenue une gangrène. Ce n'est pas seulement le secteur public qui souffre de ce mal, même le secteur privé en souffre. Donc, les gens, c'est devenu vraiment la règle chez nous. Si quelqu'un délivre une attestation de visite technique, sans que le véhicule ne soit passé, n'est-ce pas, devant les machines pour être contrôlé, ben qu'est-ce qui peut justifier ça? C'est simplement parce que le propriétaire du camion, conscient de ce que le camion ne remplit plus les conditions techniques de circuler, va corrompre le détenteur du site de visite technique pour lui donner de l'argent et qu'il vient lui donner le papier. Donc il y a ça. Mais si on peut justifier cette corruption des détenteurs de sites de visite technique, on ne peut pas justifier qu'on laisse passer des véhicules en surcharge de tout. Ça, c'est visible. Quand un gendarme ou un policier laisse passer ça, entre-temps, nous avons des structures de pesage. Hein. Ils voient ça à l'œil nu. Même les structures de pesage sont devenues des lieux d'enregistrement, d'enrichissement. Vous allez voir un agent qui est dans un poste de péage et il est recruté de pesage plutôt. Il est recruté comme agent de 4e catégorie de la fonction publique. Vous voyez qu'il construit les gratte-ciels. Mais si on avait appliqué l'article 66 de la Constitution, cela devrait être, je ne peux pas dire que ça serait nul, mais ça devrait être compliqué quand même. Qu'on arrive à ce genre de choses. Merci, Honorable. Donc tout se passe comme si la gouvernance combat. Et je suis d'accord avec moi. On développe des slogans, on reste théorique, mais pour appliquer ce qu'on dit, on facilite plutôt le contraire. Merci, honorable. Pierre Blériot-Niémec, nous avons également mené nos enquêtes sur le terrain. Nous nous sommes rendus compte, Pierre Blériot, que ce ne sont pas des personnes comme vous et moi qui sont détentrices de ces camions, de ces gros porteurs et que sais-je encore. Habituellement, ce sont des personnalités de la République ou alors de très grands hommes d'affaires. Est-ce que ceci peut expliquer le fait qu'un ministre de la République puisse prendre une décision interdisant la circulation des gros porteurs en zone urbaine en journée et que 2 jours plus tard, le même ministre vienne annuler sa décision? Parfait, ici, la remarque que vous faites est pertinente, sauf que en semaine, j'ai eu un raisonnement, mais ce week-end, vendredi et samedi notamment, j'ai fait un constat malheureux. Les gros porteurs ne peuvent pas ne pas circuler en journée dans les grandes villes. Et pourquoi? Je vous donne les résultats de mon enquête. Parfait, ici, vous et moi et tous ceux qui sont sur ce plateau, nous quittions Yaoundé pour Douala il y a 10 ans, en 3 heures de temps. Vrai ou faux? Vrai. Aujourd'hui, il vous faut 8 heures de temps pour rallier Yaoundé et Douala. Les distances n'ont pas changé. Hein? C'est l'état de la route qui ne vous permet plus. Alors, ce qui signifie que lorsqu'un gros porteur est parti, par exemple, de l'Est, pour une distance qu'il aurait pu faire en 1 jour et demi, il la fera en 3 jours.
Blériot, est-ce que ça change quelque chose? Nous sommes en train de mettre sur pied une loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Non, la loi... Attendez, Blériot, je vous relance. Oui. Nous voulons résoudre le problème des catons. Nous voulons diminuer le risque de voir les gros porteurs écraser les petits véhicules. Vous voyez un peu. Alors, que vous fassiez de l'Est jusqu'à Douala un mois, où est le problème? Non, malheureusement, vous ne pouvez pas. La loi doit tenir compte d'un certain nombre de choses. Parce qu'il n'y a pas que ces marchandises pérennes dont vous parlez, il y a des marchandises qui peuvent se décomposer. Les marchandises sont supérieures aux vies humaines? Non, je vais répondre. Parfois, ici, donc le problème ne se trouve pas à ce niveau. C'est pour cela que l'État doit trouver des voies de contournement. Il y a quelqu'un qui le disait. Quelqu'un ne peut pas partir avec sa marchandise de l'Est, passer carrément 2 semaines pour rejoindre Douala. Sa marchandise, si vous quittez Bertois à 22 heures, pour que je prenne un exemple simple, vous respectez, allez à Bertois, vous quittez Bertois à 22 heures, vous serez à Yaoundé à 13 heures. Si vous avez quitté Bertois à 22 heures. Ben, vous ne ferez pas autrement. Lorsque vous arrivez donc à Yaoundé, vous garez et vous attendez la nuit pour continuer votre travail. Non, vous ne pourrez pas, parce que si vous quittez Yaoundé également, vous voyez ce que... Vous triplez au moins votre temps de voyage. Au moins, vous le triplez. Ce que je veux comprendre, c'est quel est important pour toi, c'est le temps de voyage. C'est la marchandise qu'il transporte. Maintenant, en face de tout ce que vous évoquez là, il y a des vies humaines. Et je vous dis que le problème, on oppose les mauvaises oppositions. Le problème n'est pas entre les gros porteurs et nous. Le problème est entre les autorités et nous. Ce sont les autorités, parce que, parlons de la route, ce sont ces gros porteurs qui fournissent le plus important des frais qui entretiennent ces routes. Mais ces routes ne sont pas entretenues. C'est-à-dire, si on prend le cas inverse, vous avez votre gros porteur, vous payez toutes les taxes, mais vous ne pouvez pas circuler. Est-ce que vous allez continuer à payer les taxes? On ne peut pas circuler comment vous voulez. Parce que l'enquête que tu as faite, ne justifie rien. Oui. Vous comprenez? Oui. Parce que si c'est parce qu'il quitte de Bertois à 22h, il va arriver à Yaoundé à 13h, mais il peut s'arranger à quitter à 4h. Mais pour arriver à Yaoundé à 19h. Non, si vous quittez donc à 13h pour arriver, vous allez donc circuler en journée. C'est parce que vous n'essayez pas de comprendre. Vous ne pouvez pas circuler sur l'As, mais pas dans la ville. Mais vous allez toujours pas interdit de circuler. Vous allez sur les As circuler parce que dans les périmètres humains. Non, on ne se comprend. C'est à ce niveau. Je suis sûr qu'on ne se comprend pas. Si vous avez quitté Bertois à 4 heures, 6 heures vous trouvez encore dans la ville de Bertois. Là n'est pas notre problème. Le problème c'est que quand vous arrivez à Yaoundé, vous garez. Non, mais il n'y a pas l'urbanité n'est pas que Yaoundé. On parle de Yaoundé, de Douala. Non, je suis convaincu. Vous n'êtes pas en train de me comprendre. J'essaie de vous expliquer que la rationalité de ce problème doit être résolue autrement. Vous ne pouvez pas empêcher que ces gros porteurs circulent, puisque la route ne permet plus de circuler. Lorsqu'on prenait cette mesure, quelle était l'idée qui habitait celui qui prenait la mesure? On s'imaginait que lorsque les voitures, on les bloquait effectivement jusqu'à 22 heures. Lorsqu'on les avait libérées, elles avaient le temps de traverser ces villes pendant que les populations dormaient. Je vous dis que vous n'avez plus cette possibilité-là. On vous comprend très bien. Mais évidemment, dans le journal, on va vous trouver. On comprend aisément. Et qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en train de faire comprendre. Dès que vous arrivez à côté d'une grande ville, vous faites garer. On ne gare pas, on ne se gare pas. Oui, en fait, le débat qui a cours ici montre qu'en fait, les différentes parties ont raison. Mais le problème, c'est qu'il faut intégrer chaque chose à sa place. Ce dont M. Niemek parle participe de ce qu'on pourrait appeler les mesures d'environnement. C'est-à-dire, si on veut faciliter les choses, il faut pouvoir entretenir les routes pour permettre que les gros porteurs aillent plus rapidement. Donc, être exigeant sur tout ce qui a trait au pesage, les ressources qui sont collectées, qu'elles servent à l'entretien des infrastructures. Mais ce que vous dites est tout aussi important, c'est-à-dire la régulation de la circulation à l'intérieur du périmètre urbain. D'où la nécessité de construire donc des rocades ou des voies de contournement, c'est-à-dire faisant que les gros porteurs n'entrent pas au cœur de la ville. D'où ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'importance d'avoir des zones logistiques. Dans les grandes villes, à chaque entrée, il y a des zones logistiques. C'est-à-dire les gros porteurs arrivent là-bas, s'ils ont des marchandises, on débarque,
on met ça sur des camionnettes et ça avance. Ce n'est que de manière exceptionnelle quand il y a de gros équipements. Je vous pense ici, j'ai par exemple vu comment on transportait les équipements du stade d'Olembe, c'était en pleine nuit. Quand il y a de gros équipements, que la nuit, on permet à ces gros porteurs de passer, en régulant même la circulation pour qu'il n'y ait pas d'incident. Donc il faut pouvoir combiner les différentes exigences. Les exigences économiques que Blériot pose dans un débat où il y a eu mort d'homme, évidemment, ça peut apparaître un peu choquant, mais en même temps, du point de vue structurel, elles sont pertinentes. Ça veut dire que les opérateurs aussi ont des contraintes et des coûts qu'ils doivent gérer. Très bien. Mais le problème que M. Noah a posé est un problème important, mais il ne faut pas l'examiner dans une logique partisane. C'est-à-dire les pressions, d'où l'idée de dynamique de corruption, de transactions de corruption des réseaux collusifs dont parlait l'honorable tout à l'heure. Les pressions des lobbies économiques qui sont derrière ces affaires. Il faut pouvoir équilibrer les exigences. Il y a des exigences économiques, mais aussi des exigences républicaines. Il y a des exigences sociales. Il faut pouvoir combiner tout ça. Merci, professeur. Lisons quelques réactions des nombreux téléspectateurs ce dimanche. Bonjour à tous sur le prestigieux plateau. Juste pour corroborer les propos de monsieur Nyemek, Nganou me semble être quelqu'un de très sage et c'est sûrement à dessein que ce dernier a ouvert un cadre de formation de jeunes combattants dans ce domaine. Bravo pour la victoire, champion, pour la relève que tu prépares. Pour le cas de la circulation des gros porteurs en zone urbaine, désolé Blériot, mais rien ne vaut une vie humaine, encore moins des biens ou des denrées. Bon dimanche à tous, c'est Bertrand Amarois qui envoie donc cette préoccupation. Autre message ce dimanche, que dit ce téléspectateur de libre expression? Bonjour monsieur Parfait Aïssi, je suis depuis Essos, couché dans mon canapé. Monsieur Nyemek est la seule personne qui a une bonne vision et de très bonnes idées. La décision du gouvernement est une très mauvaise décision. Autre message ce jour, et là nous partons au 241, il s'agit du Gabon. Bonjour le panel, le Cameroun ne mérite pas de délestage avec l'un des plus grands barrages naturels au monde. Bon, pour le cas d'espèce, il ne s'agissait pas des délestages que nous avons connus par le passé. On vous dit que c'est un incident dû aux orages. L'accident est dû à l'état de la route Nid de Poule, parce que les routes sont étroites et mal conçues, d'où tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et c'est nous, demain, c'est qui? Nyemek est sage, que vous-même les camions approvisionnent les villes en alimentation. Le problème, c'est le manque de bonnes routes. D'accord. Prenons d'autres préoccupations. Je vous amène au plus 33. Il s'agit d'un téléspectateur qui écrit à partir de la France. Bonjour, Parfait Aïssi et toi. Longanou, boxeur, pas ministre de la modération. Je ne sais pas pourquoi la précision, hein, et qui règne sur tous les petits apicoraux de la modération. Concernant le débat, vraiment, c'est ce qui nous étonne encore au Cameroun. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le Cameroun. Au Cameroun, quand tu finis la journée avec la famine au ventre, tu décides d'aller à la maison te reposer. Et néant s'assure que tu restes dans le noir. Quand tu sors pour te détendre ailleurs, la boue peut te finir au quartier. Quand tu décides d'aller en ville, le goudron est perforé comme le sparadrap, si bien que tu ne sais plus la différence entre le goudron et le tamis. Tu mets la connexion pour un mois. En fin de journée, Orange ou MTN te dit que ton forfait est fini. Au Cameroun, quand tu descends, souvent, c'est là que tu comprends que tu es plutôt en train de monter. Donc, c'est en montant que tu comprends que tu descends. Au Cameroun, on donne plus le passeport aux gens que la CNI. Parfait, ici, en Europe, on nous dit que le chien, c'est un carnivore. Mais au Cameroun, le chien suce la canne et mange aussi le couscous gombo et même le croquis. Et après tout ceci, on nomme quelqu'un ministre pour le punir. Stéphane de Paname. Quelle description.
Moi, je ne sais pas si Stéphane parle du Cameroun hein, ou bien d'un autre pays. Ah, moi je parle pas. Alors, il y a un téléspectateur qui nous écrit des États-Unis. Bonjour le grand modérateur Perfecto. Blériot parle d'une question plus importante. Ça s'appelle le supply chain. C'est-à-dire que sur le plan opérationnel, rapidement, on se rend compte que certaines mesures sont impraticables au niveau, par exemple, de l'approvisionnement, qui touche encore plus la grande population. Si les boutiques de première nécessité sont subitement vides dans ton quartier, il faut plutôt appliquer les mesures d'entretien et même de sécurisation de transport. Pourquoi ces conteneurs peuvent glisser sans support? C'est l'IPI des États-Unis qui envoie son message. À tout de suite pour la suite.